toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ou plutôt cette nouvelle formation, parce qu'aujourd'hui on va être là ensemble pendant 1 heure avec le premier chapitre complet de ma formation sur Illustrator. Je vous invite à découvrir 1 heure de vidéo sur l'interface et le premier paramétrage du logiciel quand vous l'utilisez pour la première fois. On y découvrira les paramètres, les différents menus, on y découvrira les grilles de perspective, les plans de travail, les préférences, enfin voilà, vraiment un tour d'horizon pour les personnes qui débutent avec Illustrator. C'est assez essentiel et je pense que c'est assez utile. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires qui est juste en dessous. Vous y retrouverez d'ailleurs aussi un lien vers la formation complète avec un petit code promo. C'est cadeau, ça vous permettra de pouvoir continuer à vous former si cette première petite extrait de Junior vous a plu. J'espère que ça sera le cas. Dans tous les cas, je vous en souhaite un bon visionnage. Pour commencer cette formation complète Illustrator de A à Z, nous allons attaquer par la page d'accueil. Tout simplement parce que c'est un passage obligé, vous passerez automatiquement par cette page à chaque ouverture du logiciel, et donc il est important de refaire un petit récapitulatif de ce qu'on y trouve. Lors d'une première utilisation, vous aurez cette visualisation, avec ici une première étape, avec quelques petits tutoriels, et la possibilité, vous voyez, de les essayer et de les regarder. Vous pouvez ouvrir les tutoriels dans le navigateur ici, bien sûr. En dessous, vous aurez un menu qui vous permet de choisir des paramètres prédéfinis de nouveaux documents. Par exemple ici A4, et le fait de cliquer dessus va vous ouvrir automatiquement un fichier de la taille. On reviendra également sur cela pour les paramétrages de documents dans une vidéo de ce premier chapitre. Vous avez ici les tailles les plus communes, A4, carte postale, page web en HD 1920-1080. Vous avez la taille d'un iPhone X, dernier iPhone sorti au jour où je tourne cette vidéo. HDTV, donc également 1920-1080, et personnalisé pour faire votre propre taille de fichier. Vous allez retrouver ici également Comprendre. Comprendre, c'est un onglet qui va vous amener vers une multitude de tutoriels présents dans le logiciel, comme vous le voyez ici, et qui pourront, si vous le souhaitez, vous aider à aller un petit peu plus loin dans certains domaines. Vous avez ensuite la possibilité de créer un document, on reverra ça dans quelques instants, et ici Ouvrir, qui vous permettra de venir ouvrir votre explorateur Windows si vous êtes sur Windows, ou votre Finder. Et ici vous retrouverez donc la possibilité de vous déplacer. Également ici en haut, à droite, vous avez deux menus. Un premier qui permet de faire une fonction recherche, si vous cherchez par exemple un outil ou un tutoriel, vous pourrez le trouver ici, et la possibilité également de voir votre compte Creative Cloud en venant ici, donc comme vous le voyez, cliquez sur votre nom et vous vous retrouvez avec votre abonnement, savoir comment cela est prévu, l'adresse mail, etc., etc. Vous avez en haut le menu ou les menus présents dans le logiciel. On va juste passer rapidement sur celui-ci qui s'appelle Aide, qui vous permet donc d'avoir accès à l'aide Illustrator, des tutoriels, gérer votre compte comme on vient de le faire, vous déconnecter et obtenir des informations sur le système. Une fois que vous avez compris cela, nous pouvons maintenant attaquer la création d'un document en venant cliquer sur le bouton Créer. Passons donc au document, ou plutôt au menu Nouveau document. Comme vous le voyez, il est composé d'un certain nombre de paramétrages que je vais vous expliquer bien sûr les uns après les autres. Le premier onglet que vous avez ici avec un petit chronomètre à côté, c'est celui qui va contenir tous les éléments que vous utilisez le plus souvent. Par exemple ici dans éléments récents, on va retrouver A4 que j'ai ouvert dans la vidéo précédente, un format de 1000 par 1000 que j'utilise régulièrement pour mes illustrations et un format mobile 750-1334 que j'ai utilisé pour une présentation d'appli mobile. Vous avez également ici un menu de recherche qui va vous permettre, comme son nom l'indique, de venir faire des recherches sur Adobe Stock. Adobe Stock, vous retrouverez ce que c'est dans la section bonus. Je vais vous faire un petit teaser, un petit teasing. C'est tout simplement la bibliothèque en ligne qui a été créée par Adobe suite au rachat de Fotolia. Vous y retrouverez donc de nombreux éléments. On reverra ça dans les autres onglets comme vous le verrez dans quelques instants. On a ensuite le menu enregistrer qui va permettre de garder en mémoire tous les formats que vous allez créer et que vous voulez garder. Ensuite, on va attaquer tout ce qui va être format prédéfini. Le premier, c'est mobile. Il contient, comme vous le voyez, des formats tels que l'iPhone 10, l'iPhone 8, 7, 6 et tous les autres formats d'iPhone, ainsi que les iPads, Pro, Retina ou normal. On retrouve également les formats pour les éléments Google, ici Google Pixel et Google Pixel 2, les Samsung 8, les Surface Pro, les Apple Watch, etc., etc. Et en dessous, nous allons retrouver les fameux modèles. Vous voyez ici, vous avez un certain nombre de modèles qui vont même être indiqués gratuits
Nous reverrons ça juste après dans une vidéo dédiée, nous viendrons en utiliser un pour pouvoir décomposer un petit peu son utilisation, pas d'inquiétude. Par contre, à savoir, ces modèles, vous devez avoir un abonnement réel, vous devez avoir acheté votre abonnement Illustrator. Si vous êtes sur une version d'essai et que vous n'avez pas payé l'abonnement, vous n'avez pas accès à ces modèles. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre et qu'ils vont tous être liés ici à la version mobile. Donc ça peut être des kits d'application, ça peut être des ensembles d'illustrations mobiles, des kits d'interface, des wireframes ou encore des maquettes mobiles ici pour venir incorporer vos illustrations. L'élément suivant, c'est le web. Pour le web, ici, on va venir travailler donc sur des formats dédiés à l'informatique, à des ordinateurs ou des écrans. On va retrouver des formats dits communs, 1366, 768. Plus que communs, c'est des formats un petit peu anciens. Maintenant, on va plutôt être en général sur ce qu'on appelle des web larges, 1920, 1080 ou HD. Pour les écrans un petit peu plus petits, vous avez aussi les différentes tailles. 1280, 1024, 1024, 728, qui commence à devenir un petit peu vieux. C'est ce qu'on utilisait en général dans les années 2000. Ici, vous avez le 1220, 1280, 1800, etc., etc. Et vous avez bien sûr également des formats d'ordinateurs qui existent. MacBook Pro Retina 15 et 13 pouces, un iMac 27, etc., etc. Et également en dessous, on retrouve encore une fois d'autres modèles. Par exemple, des ensembles pour les réseaux sociaux. C'est celui-ci que je vais télécharger pour vous le montrer après. Donc là, je vais cliquer. Et vous voyez que vous allez avoir la possibilité donc de venir télécharger cet ensemble réseaux sociaux Prism. Il est expliqué toutes les informations, vous pouvez afficher l'aperçu ici pour voir à quoi il ressemble en grand. Donc vous voyez que c'est une succession de wireframes pour venir mettre en place des maquettes et vous pouvez bien sûr donc le télécharger. Je le télécharge et on reverra ça dans la vidéo dédiée donc juste après pour vous montrer à quoi il sert. Vous voyez juste maintenant qu'il y a un bouton donc ouvrir qui apparaît et que si je fais retour ici, vous voyez une petite coche. Cette petite coche veut donc dire que mon élément est téléchargé et disponible. Et vous devriez le retrouver maintenant dans Enregistrer. Le menu suivant, Impression. Impression, encore une fois, je vais cliquer sur Afficher tous les paramètres prédéfinis pour en avoir un petit peu plus. Et on va retrouver tous les formats standards. A4, A3, format lettres, légal, tabloïd. Les tabloïds, c'est tout ce qu'on va retrouver, type le Sun en Angleterre, ou tout ce qui va être les magazines People qui sont au format en général tabloïd parce qu'ils sont donc beaucoup plus larges que hauts. Et ensuite on va avoir des formats un petit peu à l'américaine, B4 et B5. Et encore une fois, ici aussi on va retrouver des petits modèles, des modèles d'affiches. Encore une fois je vous le rappelle, on est ici sur des formats dits d'impression. On va retrouver des exemples de papeterie, des invitations, des brochures. Par exemple ici brochure, vous pouvez cliquer sur l'aperçu, vous allez avoir donc un recto verso que vous allez pouvoir modifier. Vous allez avoir un ensemble de cartes de visite. Toujours en affichant l'aperçu, vous avez donc les différentes vues de vos cartes de visite, la possibilité de les mettre en page pour voir le rendu et faire ce que l'on appelle des mock-ups directement dans le logiciel, etc., etc. L'élément suivant, pas forcément hyper utile dans Illustrator, mais certains le font quand même. Vous avez ici tout ce qui va être option de film et de vidéo, donc avec tous les formats dédiés. Les formats HDTV, 1280, 1720 ou HD ici, donc 1920, 1080, 4K, 8K, 2K, et des formats un petit peu plus anciens. Donc les NTSC, c'est ce qu'on retrouvait avant sur les vieux caméscopes et les anciennes télé. Le PAL, qui est un format également, le Cinéon, le DV Pro, etc., etc. Et encore une fois, ici aussi vous allez retrouver par exemple voilà, des aperçus de titrage, parce que c'est ici que vous allez pouvoir venir créer des titrages, et c'est l'avantage que va avoir Illustrator pour une utilisation vidéo, créer des incrustations, des exemples de titres ou de sous-titres, etc. Enfin, la dernière partie, c'est illustration. Alors personnellement, je ne l'utilise que très rarement, parce que si je veux faire de l'illustration en général, je passe également sur impression. Mais ici, vous allez donc avoir des éléments qui vont apparaître avec différentes tailles. Taille affiche, taille lettres, A4, tabloïd que vous allez retrouver, mais qui seront définis cette fois comme étant des formats d'illustration. Et vous pouvez voir la différence entre chaque si vous n'avez pas fait attention. Chaque format ici a un petit picto différent. Illustration, vous avez un crayon avec des points d'ancrage. Ici, un logo avec un lecteur. Ici, vous allez avoir donc des formes déplacées, différentes formes, circulaires, rectangulaires, triangulaires. Ici, un écran d'ordinateur. Et ici, une forme de mobile. Ça peut vous permettre de vous y retrouver, par exemple, quand vous êtes dans vos récents, de savoir quel était le type de fichier. Et quand vous avez ici donc une règle et un crayon, cela veut tout simplement dire que vous êtes sur un document
personnalisé, c'est vous qui l'avez créé. Donc pour finir dans l'illustration, encore une fois ici vous allez avoir des modèles avec par exemple des exemples de pictogrammes, on reverra comment en créer quelques-uns, vous allez avoir des exemples de fonds, de motifs, de textures, etc. etc. Bien sûr, il est possible de créer, comme je le disais, vos propres paramètres. Pour ça, vous avez la partie qui est à droite du menu. Ici, dans Détail du paramètre, je vais prendre par exemple un format A4. Vous voyez, quand vous cliquez, ça met automatiquement à jour les paramétrages. Mais, ici, vous pouvez donc les modifier. Le titre, ça sera ce qui apparaîtra dans le nom de l'onglet. Ça sera par exemple test. La largeur, donc c'est l'équivalent ici donc de comment ça va être en horizontal, la hauteur en verticale, le format, point, pica, pouce, millimètre, centimètre, pixel. En général, on travaille en pixels quand on fait de l'informatique, donc sur ordinateur, mais on peut aussi travailler en centimètres directement si l'on veut utiliser et imprimer notre élément derrière à la fin. Ce n'est pas forcément super utile de prendre ça en compte. Je rappelle, si jamais vous ne savez pas, que Illustrator c'est un outil donc vectoriel et qui permet tout simplement de travailler en vecteur, ce qui fait que quelle que soit la taille de votre document, de votre illustration, de ce que vous allez créer, vous pourrez en changer la dimension sans perdre d'informations et sans être déformé. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'effet de pixelisation. Donc vous pouvez tout aussi bien commencer en pixels et à la fin le repasser en millimètres, il n'y aura pas de souci. L'orientation ici, vous allez pouvoir tout simplement choisir soit portrait, soit paysage, aussi appelé à la française ou à l'italienne. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à la française, c'est à l'époque de la Renaissance, parce qu'en France, on faisait beaucoup de peintures de portraits, donc horizontale, verticale, tandis que en Italie, on faisait beaucoup de paysages, on faisait beaucoup de scènes bibliques. Pensez par exemple à toutes les peintures de Léonard de Vinci, comme justement la Seine, ou ces autres éléments. Et toutes ces scènes, elles étaient en verticale, ou en horizontale, petite confusion de ma part, désolé. Et donc, c'est pour ça qu'on appelait ça le format à l'italienne. Vous allez pouvoir également venir ici ajouter des plans de travaux, ou des plans de travail, je ne sais jamais comment on dit. Et ici, vous pouvez donc définir le nom de plan que vous voulez. On reverra ça dans une vidéo juste après, pour l'instant je vais en mettre un, mais il y a un outil dédié dans Illustrator qui permet d'en ajouter d'autres au besoin. Vous pouvez ensuite venir ajouter du fond perdu. En règle générale, on préconise de laisser 5 mm de fond perdu quand on va imprimer quelque chose. Le fond perdu, ça va vous permettre de garder de la matière, comme ça si votre machine à découper ou à imprimer a un souci, vous avez prévu 5 mm de matière en plus pour pallier à ce possible bug. Vous avez également ici option avancée. Dans option avancée, vous allez pouvoir choisir votre mode colorimétrique entre le RVB et le CMJN. RVB veut dire rouge, vert, bleu, et c'est ce qu'on utilise en général sur le web. C'est une synthèse qui fonctionne sur ces couleurs. A l'inverse, il y a également le CMJN, cyan, magenta, jaune et noir, qui lui, ou plutôt elle, est la synthèse que l'on utilise pour l'impression. C'est ici les différentes couleurs qui vont être utilisées dans les cartouches d'encre d'une imprimante pour venir créer vos visuels. L'effet de pixelisation ici, on parle de PPP, c'est de pixels par pouce. C'est le nombre de pixels que vous allez avoir pour un pouce étant 2,54 cm. Lorsque l'on vient imprimer, au plus que d'effet de pixelisation, on va parler donc de résolution et de définition. Pour impression, on veut une définition de 300 dpi, dot per inch, c'est des points par pouce, toujours 2,54 cm, parce qu'on va parler de points de couleur. Et comme l'informatique est bien fait, en général, on peut définir que la taille d'un pixel, même s'il est circulaire, ou il est carré, il sera égal à peu près à la dimension d'un point, et donc 300 ppp, 300 pixels par pouce, sera égal à 300 points par pouce. Et bien sûr, 72 ici, c'est ce qu'on va utiliser en informatique. Moyen, c'est pour des grosses impressions. Par exemple, si vous faites du 4x3, c'est-à-dire du format que l'on voit dans le métro, ou alors ici en élevé pour de l'impression normale. Et le mode aperçu, par défaut, c'est est-ce que vous voulez voir les pixels de base ou la surimpression. La surimpression, c'est quand, au lieu d'avoir vos couleurs qui se superposent, elles vont se mélanger pour créer une autre couleur. Elles vont se surimprimer les unes par rapport aux autres. Enfin, vous avez ici également autre paramètre qui va vous ouvrir en fait une interface un petit peu plus ancienne du logiciel dans lequel vous allez pouvoir personnaliser vos éléments. Là, vous pouvez choisir donc le type d'élément qu'on a vu, le nom, le nombre de plans de travail, mais également le placement de ces plans de travail. Par exemple, ici, vous pouvez choisir donc s'ils sont de droite à gauche, 1, 2, 3, 4, s'ils sont de haut en bas, s'ils seront tous en partant de la plus à gauche jusqu'à la plus à droite, ou alors elles vont être les uns en dessous des autres,
ou tout simplement, ils vont passer à une disposition inversée, c'est-à-dire que vous voulez qu'ils commencent à droite et qu'ils aillent sur la gauche avant de revenir ici en format carré. Vous pouvez définir l'espacement entre vos différents plans de travail. Ici, par exemple, il y aura 8 mm entre chaque. La taille, toujours, les fonds perdus et autres éléments. Et vous avez également ici la possibilité de venir définir ce qu'on appelle des modèles. Parce que de base, dans Illustrator, vous allez avoir des modèles. Et si je clique, vous avez donc des bannières de présentation, des bannières pub, des bannières de boîtier, etc., etc. Et par exemple, je vais vous montrer ça dans quelques instants, vous allez pouvoir prendre des matières ou des modèles de t-shirts. Pour finir, ici, donc, on va créer un document, donc avec notre modèle de t-shirt. On clique sur créer le document et automatiquement, vous avez donc, vous voyez, l'élément qui apparaît. Et vous pouvez faire une simulation. Ici, vous venez dans la zone avec les repères, tracer votre vectoriel, votre illustration. Et après, comme c'est un format carré et qu'on peut déformer les uns et les autres, vous pouvez venir faire une simulation directement dans le petit carré qui est ici. Et bien sûr, si je reviens en arrière et que je fais de nouveau créer, on va réouvrir la fenêtre. Je reviens dans l'illustration, on va mettre autres paramètres. Si vous voulez en utiliser un autre, un modèle vierge type brochure, boîtier CD, boîte ou panière de présentation. Par exemple ici, on va prendre brochure, vous ouvrez et vous avez votre brochure qui apparaît. Et ici, vous avez deux visibles, deux plans de travail avec en plus différents éléments de trait de coupe. Des repères, on verra ça un petit peu plus tard, et des repères de trait de coupe. Je vous montrerai comment les réaliser. Mais cela veut dire que c'est à cet endroit qu'on viendra couper notre élément. On a maintenant terminé avec la présentation du menu Nouveau document. Je vais vous présenter maintenant comment fonctionne un modèle, comme vous avez ici, comme on a téléchargé. Et ça me permettra de vous présenter les premiers outils de Illustrator. Il est donc temps de faire un petit crochet vers les modèles, comme nous avons vu dans la vidéo précédente. Je n'ai déjà donc téléchargé un et je vais donc venir l'ouvrir. Ça me permettra de vous présenter donc du coup le début de l'interface. De base, vous allez avoir donc cette interface. Ici, vous allez retrouver les différentes possibilités du modèle présent avec les différents formats et ils sont chacun composés d'un plan de travail. Ici, l'élément étant relativement bien fait, le plan de travail est à chaque fois surmonté d'un texte ou d'un titre. Pour pouvoir les voir, on reverra ça après avec les outils plan de travail, mais vous voyez, vous pourrez utiliser donc le menu qui est ici pour les déplacer et peut-être même les modifier. On reverra ça après. Sachez également que sur le côté, vous allez retrouver ici les différents calques. On va faire un chapitre dédié à cela, mais dans ces différents calques, eh bien, vous aurez vos éléments tels que les instructions, les titres ou les éléments à ajouter dans la composition. Ainsi que ce qu'ils ont appelé les espaces de réserve, c'est tout simplement les endroits où vous allez venir ajouter vos designs. Voilà pour notre petit modèle. Maintenant que vous avez vu à quoi ça peut ressembler avec en plus une multitude de plans de travail, nous allons passer à l'étape suivante, la présentation de l'interface en elle-même, un petit peu plus poussée, et surtout je vais vous montrer comment ajouter d'autres menus qui sont intéressants, ainsi que par la suite le menu fichier puis le menu édition. Avec ce document maintenant ouvert, nous sommes sur la page principale de Illustrator. Nous allons voir ici donc un petit peu l'interface, aussi vous allez avoir l'interface de base de CC 2019. Pour ma part, j'ai tendance à utiliser une interface un petit peu plus poussée, en venant ici dans Fenêtre et dans Espace de travail et les indispensables classiques. Ça me permet d'ajouter une barre de tâches en haut qui permettra de modifier les propriétés de mes éléments et d'avoir les propriétés également sur le côté avec mes différents calques. Vous pouvez bien sûr faire comme vous voulez, je ne vous préconise pas forcément de faire celui-ci, c'est vous qui devez choisir celui que vous désirez. Pour ma part, donc, vous verrez au cours de la vidéo que ce sera cet espace de travail. En termes d'interface relativement simple, vous allez avoir sur le côté gauche, ici, les différents outils qui composent votre logiciel. Ces outils, vous allez pouvoir avoir ici donc le format de base, mais vous pouvez également venir créer vos propres barres d'outils. Pour cela, venez cliquer ici sur les trois petits points, modifier la barre d'outils, et vous allez pouvoir venir créer les outils que vous souhaitez et surtout modifier. Vous voyez ici, vous pouvez venir afficher tel type d'outil ou non. Là par exemple, je peux venir afficher sur cliquer pour masquer les commandes de dessin. Vous voyez que ça m'enlève les pictos qui sont liés ou autres. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, en venant cliquer sur le menu burger en haut à droite, eh bien modifier le type d'outil. Là par exemple, j'aurai moins d'outils, j'aurai les outils de base, ou en revenant ici, j'aurai la possibilité donc de revenir en avancée et de créer également une nouvelle barre d'outils. Je clique, je lui donne un nom, par exemple test, on va l'appeler test 1.
Vous avez votre barre d'outils qui apparaît ici, c'est votre barre d'outils personnalisée. Et en cliquant ici par exemple sur le bouton, vous pouvez venir ajouter des éléments. Ça sera par exemple ici une barre qui serait dédiée que à venir créer les sélections. Je viens faire un glisser-déposer et je crée ma propre barre d'outils. Je peux venir la placer autre part, je peux venir la placer où je le souhaite. Ça me permettra d'avoir une barre d'outils personnalisée. Ça peut donc être assez utile et je vous recommande de vous créer les vôtres pour gagner du temps. Au milieu, vous aurez donc vos espaces de travail avec les différents plans de travail de visibles. Là, on en a un certain nombre. On reviendra encore une fois sur les plans de travail plus en profondeur dans une vidéo dédiée dans ce premier chapitre. En haut, vous avez l'onglet. Donc là, c'est le seul onglet, mais si je viens par exemple faire fichier nouveau et créer un nouveau fichier, je crée par exemple un format A4, ça va m'ajouter un nouvel onglet à côté. Et je peux passer facilement de l'un à l'autre. Au-dessus, en pensant à un indispensable avancé ou classique, nous avons ici les options de paramétrage et de préférences. On reverra ça juste après, on va faire une petite vidéo justement sur les préférences pour voir ce qu'il faut ajouter ou non et ce qu'il est important de connaître. Et on a également ici un bouton format de document qui permet de modifier ce que l'on a déjà vu. Les fonds perdus, les unités, ici le type, modifier les plans de travail, d'ajouter des fonds perdus si jamais on a oublié de le faire au début, modifier les effets de transparence, quelle sera la grille et quelle sera sa couleur en fond, simuler la couleur du papier, etc., etc. Si vous en souhaitez un petit peu plus, on pourra reparler bien sûr de ce format de document. Sur le menu de droite, vous allez retrouver ensuite un menu propriété. On reviendra plus en profondeur sur celui-ci, il vous permettra de gagner du temps, tout simplement en venant retrouver un certain nombre de fonctionnalités présentes dans Illustrator, mais directement dans ce panneau. Mais vous avez également donc ces propriétés en général en haut, et vous verrez que en haut, elles changeront aussi suivant le type d'outil que vous allez prendre. Par exemple, là je prends l'outil texte, vous voyez que ça rajoute des spécificités, et ça change le menu propriété également sur le côté. Pareil si je viens prendre un dégradé, si je viens prendre un menu Sharper ou autre. On aura bien sûr le temps, au cours de la vidéo, de voir toutes ces spécificités. Vous avez également un menu bibliothèque, qui est présent de base, que l'on reverra dans une vidéo dédiée dans le dernier chapitre, et tous les panneaux que vous allez venir ajouter. Ces panneaux, vous voyez, ils sont ici, je peux les rendre visibles ou non, en cliquant dessus. Et je peux bien sûr les sélectionner, les placer où je le souhaite dans la composition. Il m'arrive régulièrement, lorsque je travaille sur un projet, de les déplacer pour qu'il soit plus facile d'accès et que je gagne du temps. Enfin, en haut, vous allez avoir ici donc un menu, plutôt de nombreux menus. Fichier, édition, objet, texte, etc., etc. Ces différents menus, nous les verrons les uns après les autres dans des chapitres dédiés. Dans ce premier chapitre, nous verrons par exemple fichier et une bonne partie de ce qui se trouve dans édition, si certains éléments tels que couleurs seront vus dans des documents annexes. Vous avez ici la possibilité de passer donc, comme je l'ai fait tout à l'heure dans fenêtre, espace de travail, donc d'un élément à l'autre. Par exemple, vous pouvez repasser aux indispensables classiques. Et vous avez également ici la possibilité de venir faire une recherche dans Adobe Stock. Adobe Stock, encore une fois, on reverra également ce que c'est. C'est une bibliothèque liée à Photolia, je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Et ici, vous pouvez venir faire des recherches. Et il y a bien sûr d'autres endroits pour faire des recherches dans Adobe Stock. Vous avez maintenant toutes les armes pour commencer à travailler. Vous savez comment fonctionnent les éléments, vous savez ce qu'est cette interface, quels sont les éléments et où les trouver. On va voir maintenant le menu fichier. Le premier menu à connaître une fois que vous avez fait le tour de l'interface de Illustrator, c'est tout simplement le menu fichier. Alors on va passer rapidement dessus, comme vous allez le voir, il contient de nombreuses choses que vous avez déjà vues ou que vous connaissez parce que c'est semblable à une bonne partie des éléments présents dans tous les logiciels de la suite Adobe. Les premiers, nouveaux, par exemple, permettent de créer un nouveau fichier, tout simplement. Nouveau d'après un modèle va vous permettre de venir ouvrir les fameux modèles, comme nous l'avons vu dans la vidéo sur les nouveaux documents. Vous remarquerez leur raccourci, CTRL-N pour le nouveau document, CTRL majuscule N ou SHIFT pour créer un document avec modèle. Et il est également possible de venir donc ouvrir un fichier, ouvrir des fichiers récents si vous en avez, là je n'en ai pas ouvert récemment dans Illustrator, du coup il n'y en a pas, et parcourir dans Bridge, c'est simplement si vous utilisez donc l'application ou l'explorer de Adobe qui se nomme Bridge. Les éléments suivants, également assez classiques, fermer, pour éteindre ou fermer un onglet, enregistrer sous et enregistrer une copie. Vous pouvez également venir ici enregistrer des modèles pour, si par exemple vous avez créé vos propres modèles et que vous souhaitez les réutiliser régulièrement pour des cartes de visite ou autres, vous pouvez les créer, les enregistrer comme modèle et vous gagnerez de cette façon un certain temps. Ensuite, vous pouvez venir enregistrer ici les tranches sélectionnées. On reverra ça quand on fera une partie un petit peu web dans Illustrator, vous verrez comment ça fonctionne.
Version précédente, c'est quand vous allez travailler un fichier et que vous allez vouloir venir récupérer la dernière version sauvegardée. Ça vous permet de revenir en arrière. Le raccourci est F12. Rechercher dans Adobe Stock, comme nous l'avons déjà vu, vous allez pouvoir utiliser donc cette bibliothèque assez volumineuse et faire des recherches dedans. Importer vous permettra de venir importer dans votre plan de travail un document, une image, une photo réalisée et utilisable pour Illustrator. Exporter à l'inverse lui permettra donc de venir exporter vos éléments. Plusieurs menus sont disponibles, exporter pour les écrans, exporter sous et enregistrer pour le web. Ces trois éléments, nous les reverrons quand on fera les différents formats d'export. Il y aura un chapitre dédié dans cette formation. Ça ira de pair donc du coup avec exporter la sélection et avec assemblage. Assemblage qui, comme son nom l'indique, va permettre de venir exporter tous vos documents ou tous les éléments importants de vos documents en même temps. Enfin, vous avez également ici la possibilité donc de créer des filtres. Donc, par exemple, comment enregistrer directement en SVG, au format Flash, au format PDF ou vectorisation de l'image, et également la possibilité ici de venir donc importer des scripts. On pourra avoir ça dans une vidéo dédiée si vous le souhaitez. Format de document, on a déjà vu le bouton, il est également donc ici. Il vous permet tout simplement de venir modifier les paramétrages de votre document. Donc, la taille, le nombre de plans de travail, les fonds perdus, afficher les images en mode tracé et mettre les glyphes substitués, donc remplacés en avant. Les options de transparence, donc comment est la grille quand vous êtes en transparent, simuler la couleur du papier ou non, les résolutions, etc., etc. Et dans le type, vous pouvez donc venir ici définir quels sont le type de typographie, des types de guillemets que vous voulez. Est-ce que vous les voulez à la française ou à l'anglaise, en double, en anglaise justement, en simple. Comment doivent être placés les éléments en exposant, en indice, la taille en pourcentage des petites capitales, etc., etc. Enfin, ici vous avez également la possibilité de choisir le mode colorimétrique. Si vous avez commencé en CMJN, vous pouvez très simplement passer en RVB, obtenir les informations sur votre document. Donc là, on fera une vidéo dédiée juste après sur toutes les informations que je vous explique ce que c'est. Ça sera la vidéo donc juste après celle-ci. Et une partie sur comment imprimer votre document. Là, je ne vais pas vous refaire un topo sur comment imprimer un document. Je pense que vous connaissez le principe. On va donc passer directement à la vidéo sur qu'est-ce que les informations. Et ensuite, on passera à la suite de ce chapitre. Pour revenir donc sur le menu information, comme vous le voyez ici qui est ouvert, il vous permet en fait de venir ajouter des métadonnées à votre document. Vous avez d'abord les données simples avec le titre de votre document. Ici, il est nommé impression, son auteur, mais également la possibilité de venir ajouter des descriptions, des titres un petit peu plus poussés, de l'évaluer, d'ajouter des mots-clés et qui est le rédacteur de la description. Ça permet d'avoir des informations si quelqu'un d'autre va ouvrir l'illustration et s'il veut le classer par exemple dans Bridge. Vous pouvez ajouter des copyrights, mentionner le copyright et des URL. Et vous avez également ici donc des métadonnées qui concernent la date de création, la date de modification, l'application utilisée et le format. Vous pouvez également aller, donc si c'est à partir de photographies, ajouter des données d'appareil. Si vous avez ajouté une photo, vous verrez ici donc quelle marque d'appareil est-il utilisé, quel modèle, qui est le propriétaire, quel objectif, les distances focales et toutes les informations présentes sur les photos qui auront été ajoutées dans votre document. Dans Origine, vous pouvez ajouter ici tout ce qui va être géographique, la date de création, la ville, l'état ou la province, la région même, le pays, qui a fait la photo, d'où vient-elle, lui donner un titre, des instructions, des références de diffusion, et également ici donc si c'est un document qui est urgent de travailler ou non. Pour les éléments suivants, donc ici c'est IPTC et les extensions d'IPTC, ce sont en fait, comme vous le voyez ici, donc des normes que vous allez pouvoir ajouter à vos photos. Je ne suis pas un grand connaisseur de celle-ci, mais vous voyez que, de ce que j'en vois, c'est quelque chose qui va prendre en compte, donc qui est le représentant de cette norme IPTC, le créateur, sa fonction, et toutes les informations qui vont donc le composer. On va avoir les données GPS de la composition, donc s'il y a photo, ici on aura la position, l'altitude, la direction de l'image, et tout ce qui va toucher aux données de géolocalisation de celle-ci. S'il y a des données audio, eh bien, vous pouvez rentrer les informations. Pareil pour les données vidéo, avec la fréquence d'image, la compression, les tramages, s'il y a de l'alpha, la largeur et la hauteur, les rapports largeur-hauteur en pixels,
les bandes son, les scènes, les prises, enfin vraiment pour mettre un maximum d'informations pour protéger votre œuvre. Donc si vous avez peur que celle-ci soit piratée ou que vous voulez que celle-ci, on soit bien au courant que c'est de vous, laissez un maximum d'informations et remplissez donc toutes ces cases. Ici vous allez avoir l'historique Photoshop. Ici vous allez avoir encore une fois donc par exemple les informations à mettre, donc là il parle de DICOM, je vais pas vous cacher que je ne sais pas forcément ce que c'est, mais je vois que ça parle ici de médecins, donc je ne sais pas trop pourquoi, à se renseigner. Et enfin les données brutes, vous allez en fait avoir toutes les données que vous allez rentrer ici, qui seront exploitées en XMP, donc en un format utilisable sur ordinateur. Et bien sûr, ici vous aurez donc l'endroit où ça sera exporté, soit dans votre dossier de modèle, soit vous allez pouvoir l'exporter où vous voulez, voire même vous allez pouvoir venir importer des métadonnées, des métadatas en XMP que vous auriez déjà créé. Et bien sûr, après vous pourrez aller dans préférences pour modifier certains éléments. Donc voilà, retenez bien en tout cas, au moins pour les 3 premières données, qu'il est important de les remplir si vous voulez protéger votre œuvre et que l'on sache qui a fait quoi, même quand celle-ci sera sur internet. C'est toujours important. On va maintenant passer à la prochaine vidéo avec la présentation du menu édition qui est ici. Nous allons maintenant nous intéresser au menu édition. Alors là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du menu parce que comme vous allez le voir, il y a certaines fonctionnalités que l'on reverra dans d'autres chapitres. Je vous ferai bien sûr part à ces moments-là de quelles options et de quels chapitres il faudra aller voir. Donc le menu édition qui se trouve ici, il va être assez commun et on le retrouve en général dans tous les logiciels Adobe, mais dans tous les logiciels même en général. Il va contenir donc des éléments comme annuler ou rétablir qui vous permettent de revenir en arrière ou de faire un point en avant ici. Les raccourcis à connaître, ce seront CTRL Z pour faire un retour en arrière et vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez, ou bien CTRL SHIFT Z ou CTRL MAJ Z pour revenir en avant. Vous avez les boutons de couper, copier, coller. Coller devant, ça veut dire que vous viendrez coller en premier dans votre liste de calques. On reverra ça dans le chapitre dédié au calque. Coller derrière, ça veut dire que vous le collez en dessous, et coller sur place, que vous le collez exactement au même endroit. Vous allez avoir également collé dans tous les plans de travail, parce que comme vous allez le voir après, on va pouvoir venir créer plusieurs plans de travail les uns à côté des autres, et venir coller un élément exactement au même endroit partout. Comme ça, si vous voulez faire des déclinaisons, vous pouvez le faire très simplement. Et effacer ici, il permettra, une fois que vous avez sélectionné un outil, un objet, de venir l'effacer. Allez, par exemple, ici je viens créer une forme de couleur noire, si je fais édition effacer, il m'efface mon objet tout simplement. Ici, vous avez rechercher et remplacer. Ça va vous permettre, comme son nom l'indique, quand vous avez du texte, ce qui est possible de faire par exemple quand vous faites du web design ou autre, de venir rechercher un élément. Ici, vous avez la fonction recherche. Vous pouvez choisir donc si c'est une puce, un carré, un symbole, une guillemets ou autre, et automatiquement il va être recherché. Et vous pouvez également venir faire un rechercher et remplacer. Par exemple, si j'écris un texte ici, qui sera, je ne sais pas moi par exemple, coucou, ou test. Si je viens ensuite donc faire édition, rechercher et remplacer, je lui demande de me chercher test. Si je fais rechercher, vous voyez qu'il me le trouve immédiatement, il me le surligne comme pour me dire que voilà, il est bien là. Vous pouvez venir choisir ici donc de respecter la casse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des majuscules et des minuscules, chercher dans les calques qui seront verrouillés, masquer, rechercher uniquement le mot test en entier ou rechercher également dans ce qu'on appelle en arrière, c'est quand vous avez une longue liste de textes que vous par exemple vous êtes placé vers la fin mais que vous voulez venir également rechercher par le dessus. Et donc ici vous avez également donc remplacer et on peut très bien l'appeler et remplacer test par coucou. Et comme ça automatiquement si je clique sur remplacer, il va chercher tous les calques et tous les éléments qui s'appelleront test et les remplacera par coucou. Vous pouvez le faire au cas par cas en faisant des recherches ici, ou bien faire un rechercher et remplacer ou un tout remplacer. Ça vous permettra de gagner du temps quand vous avez encore une fois plusieurs textes. Toujours dans l'édition, ensuite vous avez la possibilité ici donc de chercher le texte suivant, de vérifier l'orthographe. En cliquant dessus, il va vous chercher toutes les erreurs orthographiques présentes, les mots qui se répètent, les débuts de phrases sur majuscules, les mots qui sont donc entièrement en majuscules, les chiffres romains ou les mots contenant des chiffres. Ça vous permet de gagner du temps. Et encore une fois, ici vous avez un espace donc qui va être remplacé, tout ignoré ou tout remplacé, qui va permettre de corriger vos erreurs et de vous permettre de gagner du temps. Profitez-en, c'est assez intéressant. On a ensuite modifié le dictionnaire personnalisé, tout simplement parce que de cette façon, vous pouvez venir rentrer vos propres mots dans le dictionnaire. Par exemple, des termes un peu courants qui ne sont pas forcément utilisés ou présents dans le dictionnaire, vous pouvez venir les ajouter de vous-même.
Modifier les couleurs, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, je reviendrai dessus quand on fera le chapitre justement sur les couleurs et sur les outils dédiés à la couleur. Il s'agira du chapitre 4. Ensuite, vous allez avoir donc ici les aplatissements prédéfinis et transparents. C'est vous qui allez dire en fait comment doivent être transférés les éléments de transparence. Vous pouvez créer vos propres paramètres prédéfinis en venant cliquer ici sur le bouton Nouveau calque. Ici, vous venez délimiter que pour les illustrations par exemple complexes, vous lui donnez le nom. Ici, encore une fois, je vais être très inspiré, je vais marquer test. Vous marquez que pour avoir ici un équilibre de pixelisation, vous voulez 75% de vecteurs, que ça doit être en 1200 dpi ou ppp, pixels par pouce, résolution des dégradés 300. Vous souhaitez que les textes soient vectorisés, les contours aussi, écrêter les zones complexes et lisser les trames. Et automatiquement, quand vous utiliserez test, vous pourrez donc venir aplatir toutes les zones qui sont transparentes pour en faire des zones qui seront de couleur, donc en général blanc, ou qui seront vectorisées. On va aussi avoir ici la possibilité de venir donc paramétrer les impressions. Qu'est-ce que vous voulez pour les impressions? Là, on voit par exemple que par défaut, c'est une impression définie en PPD, donc sans copie, avec des inversements de l'ordre désactivés. Pour un format 21-29-7, on ne prendra pas les plans de travail vides en compte, etc., etc. Et de la même façon, vous pouvez venir créer vos propres effets d'impression ici. Si cela vous intéresse, on pourra rentrer dans les détails. Personnellement, vu que je ne fais pas d'impression directement depuis le logiciel, mais depuis un PDF, je ne trouve pas que ce soit forcément utile. Par contre, si vous voulez en savoir plus, ou savoir comment paramétrer votre imprimante, depuis Illustrator, n'hésitez pas, je vous rajouterai une petite vidéo dans la formation qui sera dédiée à cela. Ensuite, on peut paramétrer les PDF prédéfinis. Donc là, vous voyez que vous allez avoir les formats de base, Illustrator par défaut, qualité supérieure, PDF X3, X4, qualité optimale, taille de fichier minimale, etc., etc. Et bien sûr, vous pouvez donc venir créer ici un nouveau type de document PDF et vous allez pouvoir paramétrer ceci. Je reviendrai sur cette partie quand on viendra s'occuper du chapitre sur les exports. Je vous expliquerai les différentes sections et comment elles fonctionnent. Ici, c'est juste que vous pourrez venir les prédéfinir en amont, mais vous pourrez également le faire directement au moment de l'export en venant faire un exporter, exporter sous, et en choisissant par exemple PDF, ou en venant faire fichier, enregistrer sous, et en choisissant, encore une fois, le PDF. Mais on reverra ça encore une fois dans le chapitre dédié. Vous pouvez ensuite définir les SWF. SWF, c'était pour le flash. C'est de moins en moins utilisé, mais si jamais vous avez un peu de connaissances, vous pouvez donc venir paramétrer les éléments pour du flash. Je ne le recommande pas forcément, c'est de moins en moins lu par les lecteurs web, donc on évite. Les prédéfinitions de grille, ça peut être intéressant également si jamais vous voulez ajouter une grille avec une grille de perspective en point, son échelle, son angle, sa distance, etc., etc. Ça, on revoit ça dans une vidéo. Je reviens dessus en profondeur. Je vous explique les différents paramètres de comment ça fonctionne. Donc, pas d'inquiétude, on revient là-dessus rapidement. Ici, ça sera juste, encore une fois, comme vous le voyez, pour définir les différents paramètres. Ensuite, donc ici, couleur, qui va vous permettre de définir et de vérifier votre espace de travail. Est-ce que vous êtes, quel est le paramétrage en RVB? Quel est ici, donc vous êtes en sRVB IEC6. Est-ce que vous en souhaitez un autre? Quel est ici le profil que vous allez utiliser en CNJM? Du faux gras 39. Les règles de gestion de couleur, est-ce que vous gardez ce qui est incorporé ou est-ce que vous souhaitez au contraire convertir ceux de l'espace de travail ou ne pas en mettre? Est-ce que vous conservez ici les numéros habituels ou non, etc., etc. Donc là, ça va vraiment être tout ce qui va être paramétrage vraiment de votre espace de travail en termes de colorimétrie. Attribuer un profil, c'est ici que vous allez choisir le profil. Vous n'allez pas le paramétrer, vous allez juste dire, bah voilà, je veux que ça soit l'espace de mon espace de travail classique, ou au contraire, je veux que ça en soit un autre, et je viens choisir celui que je veux. Ça sera à utiliser quand vous allez imprimer votre document, votre illustration, et vous allez devoir l'envoyer donc à un imprimeur. Vous lui demanderez quel type de profil il souhaite, et vous pourrez donc le personnaliser ici. Raccourci clavier, vous allez y retrouver, comme son nom l'indique, tous les raccourcis présents dans le logiciel. Ils sont classés soit par outil, soit par commande. Là par exemple, vous voyez, quand vous allez aller dans le menu fichier, vous allez retrouver tous les différents types de raccourcis. Donc, vous pouvez regarder, trouver celui qui vous intéresse, et vous pouvez également venir les modifier. Vous cherchez par exemple à avoir votre propre idée de comment faire l'outil trait. Ici, c'est majuscule T, ça ne vous intéresse pas, vous pouvez venir tout simplement effacer et demander à ce que ça soit un autre format. Par exemple, moi je demanderais que ça soit 1. Le fait d'appuyer sur 1, ça me mettra l'outil trait. Ici, vous pouvez faire une recherche. Par exemple, je veux savoir quel est le raccourci de l'outil plume. Je tape plume, le raccourci est P. Bien sûr, si vous respectez la casse, comme moi je n'ai pas mis ici de P majuscule, on ne le retrouve pas.
Ensuite, vous pouvez venir ici donc exporter ou plutôt enregistrer vos propres paramétrages. Comme ça, si vous passez de un Illustrator à un autre, eh bien, vous avez vos différents workflows, vos différentes façons de travailler qui sont enregistrées. Moi, personnellement, je vais plutôt revenir ici. Donc, hop, on va annuler. On va revenir donc paramètres par défaut. Ça sera plus simple. Je vais juste vérifier que sur l'outil trait, il m'a bien remis CTRL-T. Et c'est bon. Donc voilà, de cette façon, comment paramétrer vos raccourcis. Et ensuite, on va arriver vers mes paramètres. Comment enregistrer vos paramètres prédéfinis ou les exporter, c'est tout ce que vous aurez mis en place dans ces éléments, les paramètres PDF, prédéfinis d'impression, de grille ou autre. Et ensuite, il y a les fameuses préférences, mais ça je ne rentre pas tout de suite dessus. On va faire une vidéo dédiée où je vais vous expliquer toutes celles-ci. On va maintenant passer au système de grille, que je vous explique comment il fonctionne, et ensuite on regarde les préférences. Il existe dans Illustrator plusieurs types de grilles. Les grilles de perspective, que l'on va voir tout de suite, comme ça vous saurez où aller et comment la paramétrer. Ça ira de pair avec ce qui est ici, édition et paramètres prédéfinis de la grille. Ainsi que les repères et la grille en elle-même, qui n'est pas donc une grille de perspective, mais une grille qui va s'ajouter au document. Pour ces deux dernières, les repères et les grilles classiques, on va faire une vidéo juste après. Pour ce qui est de la grille de perspective, il faut savoir qu'il y a plusieurs endroits à connaître. Déjà, vous avez vu ici que vous allez pouvoir donc venir faire édition, paramétrer la grille. De base, vous avez un point de fuite, 2 points de fuite, 3 points de fuite. Tout à l'heure, je vous disais, quand vous venez cliquer ici, vous allez voir paramétrer votre grille. Moi, je vais l'appeler test. Et ici, vous pouvez définir donc le nombre de points de fuite de votre grille de perspective, 1, 2 ou 3, son unité. Est-ce que vous voulez que ça soit en points, en pixels, en centimètres ou autre? Moi, je vais le mettre ici, par exemple, en pixels, parce que c'est quelque chose que je veux dédier à l'informatique et à l'ordinateur. L'échelle, cela veut dire que votre grille sera en échelle 1-1. Ce que vous verrez à l'écran sera donc en taille réelle, ou au contraire, vous voulez un cinquième, un dixième, un centième. L'angle d'affichage, c'est l'angle à laquelle vont s'afficher ici les différentes lignes de votre grille de perspective. De base, on est sur du 45 degrés. Ici également, petit oubli de ma part, on voit le pas. Le pas, c'est tout simplement la distance entre les différents carrés de la grille. Ici, c'est 30 pixels. La distance d'affichage, c'est la taille qu'aura votre grille. Ici, elle va faire une largeur de 480 pixels et une hauteur de 250. Si jamais il y a un troisième point de fuite, comme on a demandé, il vous dit qu'il est en moins 500 pixels sur Y. Je rappelle que X, c'est la gauche et Y, c'est la zone de droite. Ici, vous pouvez également venir paramétrer les grilles de gauche, droite et horizontale en choisissant la couleur que vous souhaitez. Vous voyez qu'il y a déjà pas mal de couleurs préenregistrées, mais vous pouvez également venir en choisir par vous-même dans ce menu couleurs, qui va contenir des couleurs de base, mais également, comme vous le voyez, un nuancier, un sélecteur de couleurs, où vous pouvez définir directement la teinte, la saturation et la luminosité de votre couleur, mais également ces paramétrages en rouge, vert, bleu ou RVB. Ici, vous pouvez ajouter ça aux couleurs personnalisées, vous voyez que ça va venir l'ajouter ici, et vous cliquez sur OK, ça change automatiquement. Vous pouvez faire la même chose avec celle de droite, celle de gauche et définir l'opacité. Je clique sur OK, j'aurai donc maintenant mon test qui est présent ici. Si je viens maintenant dans affichage, vous avez grille de perspective. Cette grille, c'est ici que vous allez pouvoir venir choisir les différentes possibilités. Vous allez retrouver ici la possibilité d'afficher la grille. Vous pouvez également venir cliquer sur l'outil grille de perspective qui se trouve ici, ou le raccourci majuscule P. Cela va automatiquement venir ajouter, comme vous le voyez ici, un petit bouton. Ce bouton, il va vous permettre par la suite de venir définir l'emplacement où vous mettrez des éléments. On revoit ça dans quelques instants. En termes d'affichage, toujours dans grille de perspective, vous pouvez donc définir, si vous voulez la masquer ou l'afficher, le magnétisme. Ça permettra tout simplement, quand vous allez venir faire un élément, comme ceci, qu'il soit automatiquement, vous voyez, mis en rapport avec la grille. Comme ça, il est magnétisé par rapport aux différents points de celle-ci. Donc c'est assez simple, ça permet de gagner du temps. Ici, vous voyez qu'il y a, donc, comme je le disais tout à l'heure, différents carrés. Ça permet en fait de venir placer vos éléments sur la forme, afin que quand vous allez venir dessiner par la suite, là maintenant je vais faire une autre forme, vous voyez qu'il va prendre automatiquement la forme de la face que j'aurais définie. Ça permet d'avoir une perspective assez intéressante et assez simple à mettre en place. Toujours dans l'affichage, grille de perspective, on peut verrouiller la grille, verrouiller son positionnement, définir la grille, donc là on revient sur ce qu'on a vu tout à l'heure, pour la modifier. Et surtout, vous avez ici, donc comme vous le voyez, la perspective de 1 point, 2 points, 3 points. Et si vous voulez passer de l'une à l'autre, vous pouvez le faire très simplement. Je retourne ici,
je ne veux pas un point, je veux en fait une perspective à 2 points. Je la retrouve ici, et en fin de compte, j'aurais aimé plutôt une perspective à 3 points. Soit il y a l'affichage normal, soit par exemple vous avez le test que l'on a créé, et vous voyez que la couleur ici est mise en place. Pour modifier cette grille de perspective de vous-même, ça fonctionne que ce soit en 1 point, 2 points ou 3 points. Vous prenez l'outil grille de perspective, et vous pouvez venir, vous voyez, déplacer les différents éléments. Là, je peux venir donc augmenter ou non la taille de ma grille. Là, je peux venir agrandir ou non certaines faces. Je peux venir déplacer certains angles. Bref, je peux la personnaliser autant que je le souhaite. Et ça me permet très rapidement d'avoir une grille très facile à mettre en place pour pouvoir ici obtenir la perspective souhaitée. Vous voyez, je peux même déplacer mes différents points de fuite. Là par exemple, je le mets en bas. Ce point de fuite, je peux très bien l'avoir plus ou moins proche ou plus ou moins éloigné. Et je peux même, au besoin, l'avoir plus ou moins haut. De cette façon, ça va changer bien sûr toute la perspective de mon illustration. Il ne vous reste plus maintenant qu'à vous amuser à essayer pour obtenir la grille qui vous intéressera le plus et qui vous sera le plus utile pour créer vos propres objets. Là par exemple, maintenant que j'ai cette grille, je pourrais très bien venir prendre l'outil plume que vous verrez un petit peu plus tard et je viens créer ici, pourquoi pas, un terrain. Je viens faire la face de gauche, je viens ensuite refaire ici la face de droite. Donc comme j'ai le magnétisme activé, automatiquement ça va se coller à ma grille. Et j'en profite également pour changer un petit peu la couleur, pour montrer qu'on est bien sur 2 faces différentes. Donc tous ces outils, bien sûr, vous les reverrez dans les menus et dans les chapitres adaptés. Là, je fais juste ça un petit peu rapidement pour vous montrer le rendu. Et au-dessus, par exemple, je veux que on ait quelque chose qui aille de l'un à l'autre. On sera sur un terrain qui sera en vert, par exemple. Et ici, je viens mettre du vert. Et pour changer et pour effacer la grille, rien de plus simple. Soit vous reprenez l'outil grille de perspective et vous venez cliquer maintenant ici sur le petit masquer la perspective, soit simplement encore une fois affichage ici et grille de perspective et afficher la grille ou effacer la grille. Afficher les repères, pour l'instant nous n'en avons pas besoin, nous n'avons pas vu ce que sont les repères. Mais là vous voyez que vous avez donc de cette façon fait votre terrain en perspective et ce très rapidement, en quelques instants. Et vous pouvez donc venir travailler sur le reste de la composition. Donc voilà pour notre outil grille de perspective. On attaque maintenant la présentation des repères et des grilles normaux ou normales qui, comme vous le voyez, sont ici et qui méritent de connaître un petit raccourci qui vous fera gagner du temps. Les 2 autres éléments de repères ou de grille à connaître portent justement ces 2 noms. Les repères, pour les faire apparaître, il vous faudra tout d'abord commencer par rendre visibles les règles. Pour ça, plusieurs possibilités. Un petit CTRL R pour commencer, qui vous permettra de les faire apparaître ici. Vous pouvez bien sûr également passer par affichage, et vous avez ici donc, si ma mémoire est bonne, règles et masquer les règles. Vous pouvez également passer aux règles de plan de travail, ça retenez-le bien, on reverra ça dans la vidéo suivante, quand on parlera des fameux plans de travail justement. Les règles, ce sont des éléments que vous allez pouvoir venir donc attraper en haut et à gauche et venir faire glisser sur votre plan de travail pour pouvoir, comme vous voyez, venir poser des repères. Ces repères, vous pouvez à tout moment dans Illustrator venir les récupérer et les déplacer. Et vous reverrez ça quand on aura des calques, mais vous voyez que ça va également venir placer des éléments dans les calques, dans le menu concerné. Je reviendrai bien sûr dessus dans le prochain chapitre qui est dédié. Ces repères, ici, ils sont placés donc par rapport à un axe X et Y. X étant à gauche et Y au-dessus. Et ils ont comme point central, ici, comme point par défaut, 0, 0, qui est le point en haut à gauche. Ce point, vous pouvez le déplacer. Vous pouvez venir sélectionner ici donc l'élément en haut à gauche et définir par exemple que la base ou le point d'intersection par défaut, il sera ici. Et automatiquement, vous voyez que votre élément se déplace. Si vous voulez double-cliquer sur le coin en haut à gauche des 2 règles, automatiquement, votre point revient à 0, c'est-à-dire dans le coin le plus en haut à gauche. Là, on est sur une mise en page, ou plutôt sur une règle qui est en pixels. Si vous voulez modifier cela, faites un clic droit dessus. Autant pour moi, d'ailleurs, j'ai dit une bêtise, on n'est pas en pixels, on est en millimètres. Et vous voyez que vous pouvez donc passer automatiquement de l'un à l'autre. Petite information à connaître également, le fait d'avoir les règles activées peuvent ralentir votre ordinateur. Donc si vous n'en avez pas l'utilité, ne les utilisez pas. A savoir également, lorsque vous avez ici l'outil flèche blanche ou flèche noire, qui sont les outils de sélection que vous utiliserez le plus souvent, si vous sélectionnez toutes les règles, vous voyez leur couleur changer et vous pouvez les supprimer. Dans affichage, toujours ici donc dans repères, vous pouvez venir également donc créer des repères en cas de besoin, ou les masquer,
ou les verrouiller. Donc là par exemple, ici, je peux très bien venir donc placer un repère. Je peux très bien à tout moment venir donc l'effacer si j'en ai besoin. Je l'annule ou je l'efface, je le masque ou je le rends visible. Et encore une fois, ça va toujours de pair avec les fameuses règles. N'oubliez pas. Pour ce qui est de la grille, le raccourci c'est CTRL F7. Je clique et ma grille apparaît alors. Bien sûr, cette grille, vous pouvez la personnaliser. Pour cela, il faudra venir dans Préférences, ici, ou dans Édition Préférences, qui sera la vidéo juste après, sur laquelle on va venir donc regarder comment la personnaliser. Vous voyez ici qu'elle est composée de multiples petits carrés qui composent de gros carrés. Ça permet donc de savoir exactement où vous en êtes et de pouvoir millimétrer votre travail. Dans Affichage, toujours, donc vous avez la possibilité donc d'activer le magnétisme, ce qui fait que quand vous allez venir créer une forme, et bien automatiquement, celle-ci sera attirée par les petits carrés de votre grille. Ça peut être utile pour avoir quelque chose de très précis. Le magnétisme du pixel n'est pas forcément intéressant, le magnétisme du point non plus. Personnellement, ils sont activés, mais je ne les utilise pas. Si jamais vous voulez donc effacer la grille, je vous le rappelle, le raccourci ce sera CTRL F7. Et comme ça, elle apparaît et elle disparaît. Maintenant que vous avez vu ces deux outils essentiels, on va passer au menu de préférence. Et comme ça, vous pourrez voir également comment on va paramétrer nos fameuses grilles et nos fameux repères. Je vais commencer par Général, tout simplement parce que comme vous le voyez, tout sera au même endroit. A tout de suite dans la prochaine vidéo. Pour bien commencer dans Illustrator, il est important peut-être de connaître et de paramétrer les éléments. Donc vous avez vu que nous avons été dans Édition Préférences et vous avez ce menu qui s'ouvre alors. Il contient toutes les possibilités de personnalisation de votre logiciel. Dans l'onglet Général ici, vous allez avoir par exemple l'incrément de votre clavier, l'inclinaison des axes et les rayons. Cela va donc permettre de personnaliser les différents axes et rayons de vos formes de base. Vous avez plusieurs options ici qu'il est important de connaître et sur lesquelles vous allez pouvoir donc personnaliser ou non les éléments. Par exemple, vous pouvez choisir d'avoir et d'activer l'ajout ou suppression auto, la précision du curseur, l'afficher les infobulles. Par exemple, quand vous venez sur un élément, que vous restez un petit peu, alors ça ne se voit pas dans le menu préférences, mais vous le verrez sur les outils, vous aurez des infobulles. La possibilité de lisser les illustrations, d'avoir toujours le même pourcentage de teinte, afficher la page d'accueil s'il n'y a pas de document ouvert. Ici, ça va être pour reprendre l'interface de l'ancien fichier ou dans l'ancien mode nouveau document, présent dans Photoshop, dans Illustrator CC, mais présent avant CC 2015 ou 2016, si ma mémoire est bonne. Vous avez ici la possibilité de modifier les limites d'aperçu, on verra un petit peu plus tard ce que c'est. Afficher la taille d'impression, c'est qu'est-ce que cela donne quand vous êtes à 100%, donc vous êtes en taille réelle. Ajouter les fichiers convertis, c'est-à-dire que si jamais vous avez un bug de logiciel, automatiquement il revient avec un fichier converti hérité. Cliquez deux fois pour isoler, ça va être utile pour venir sélectionner uniquement un seul élément. Les traits de coupe japonais, pas forcément utile, mais vous pouvez les ajouter au besoin. Transformation des points, ça vous permet de venir les modifier. Rayon d'arrondi, ça vous pouvez l'ajouter, vous voyez, si vous venez ici cliquer, ça vous permet de définir avec cette option comment modifier proportionnellement les rayons. Mettre à l'échelle les contours et les effets spéciaux, je vous invite à le cocher aussi. Ça permet que quand vous venez agrandir ou rétrécir une forme, eh bien, les contours et les effets que vous viendrez ajouter, ils resteront également proportionnels. Et enfin, vous avez activé les paramètres par défaut pour le contenu pris en compte, ça peut être utile. La deuxième partie, sélection et affichage des points d'ancrage, va vous permettre donc de sélectionner la tolérance pour la sélection, c'est-à-dire que vous pouvez cliquer à 3 pixels près pour sélectionner un point d'ancrage. Est-ce que vous sélectionnez les objets par tracé uniquement ? Le magnétisme du point, c'est-à-dire est-ce que quand vous cliquez à 2 pixels, c'est sélectionné. Commande clic qui permet, ou commande, donc ici c'est plutôt contrôle clic hein, quand on est sur PC, qui permet de sélectionner un objet qui est en arrière-plan et non pas celui qui est devant. Ici vous pouvez choisir de contraindre des glisser-déposer quand vous faites du modelage de segments. Afficher les points d'ancrage avec les outils, ça peut être intéressant également si vous le souhaitez. Personnellement je trouve que ça peut être utile donc je vais l'ajouter. Appliquer le zoom à la sélection, c'est-à-dire quand vous sélectionnez, automatiquement, votre logiciel va zoomer sur l'objet sélectionné. Déplacer l'illustration verrouillée et masquée avec les plans de travaux, ou le plan de travail. Et ici, vous avez les différentes options de paramétrage des points d'ancrage ou de leur affichage. Quel style de poignée, vide ou pleine, la taille de celle-ci. Là, par exemple, je peux venir augmenter la taille de mes points d'ancrage. Ici, mettre en surbrillant les points d'ancrage quand on est au-dessus, etc., etc. Là, par exemple, maintenant, si je viens donc faire un point d'ancrage, vous voyez que le point est beaucoup plus gros. Je vais revenir ici en mode préférence, sélection,
Et si on regarde ici, donc je peux venir descendre la taille de mes éléments. Vous voyez que les points d'ancrage vont être réduits. Donc c'est à vous de définir ce que vous souhaitez. Ici, vous avez également donc la possibilité de modifier vos textes. Quel est le paramétrage de base pour l'interlignage? Ici, on est à 2 points. L'approche entre les lettres, ici, elle est de 20 millièmes de cadrin. Le décalage vertical, il est de 2 points. Est-ce que vous voulez afficher les options Est asiatique ou non? Et ici, c'est différents paramétrages qui vous permettront de gagner du temps. Sélectionner les textes par tracé uniquement, afficher les noms des polices quand ils sont en anglais, ajuster automatiquement les noms, et bien sûr ici donc activer quand il manque des glyphes, ça vous met un petit surlignage rouge comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Utiliser la saisie directe pour les textes qui sont non latins, ça c'est si vous utilisez des typographies qui ne sont pas donc de notre alphabet. Mettre en évidence les polices substituées, c'est quand il y a une police de remplacement, encore une fois c'est le surlignage rouge qui apparaît. Remplir les objets avec du texte de substitution, c'est que si vous venez, je vais encore annuler ici, hop, on efface notre élément. Si vous venez prendre un outil texte et que vous remplissez, automatiquement il vient mettre donc ce que l'on appelle du lorem ipsum, du texte de substitution. C'est du faux texte et c'est ici que vous le paramétrez. Si vous préférez qu'il vous laisse un espace vide, vous pouvez le faire aussi. Vous avez juste à venir décocher, remplir les nouveaux objets texte de substitution. Dans Unité, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est les bases générales. Donc ici on est en millimètres, les contours sont en points, les types donc en points, et ici c'est les noms d'objets. Ça vous pouvez le paramétrer en venant cliquer comme on l'a vu sur les règles plus tôt. Repères et grilles. Ici vous allez pouvoir paramétrer vos fameux repères et vos fameuses grilles. Choisir leur couleur avec le sélecteur qu'on a déjà vu, ou les paramétrages prédéfinis. Le style, est-ce que c'est des traits continus ou des pointillés. Et ici définir la couleur. Par exemple, moi je suis plus partisan d'une couleur rouge. Donc je vais venir prendre par exemple un rouge qui est ici, je clique sur OK, je veux des traits continus, le pas ça va être en fait les petits carrés, vous allez avoir un petit carré comme ceci, tous les, ah non c'est les grands carrés, autant pour moi, vous allez avoir les grands carrés là, ici, tous les 25,4 mm, donc vous voyez là je suis à 25,4, j'ai un carré, et ces gros carrés ils vont tous être divisés ici en 8, si vous voulez qu'ils soient divisés par exemple en 2, hop, je clique sur OK, et bien vous voyez que c'est divisé en 2. Et il est toujours à 25. On revient ici dans Préférences, on regarde, donc vous pouvez personnaliser comme vous voulez, repères commentés. Les repères commentés, c'est que ce sont des repères qui vont apparaître automatiquement, on les a pas vus tout à l'heure, oubli de ma part, quand vous allez placer un objet. Je vais vous montrer tout de suite. Et ici, vous pouvez choisir donc leur couleur. Qu'est-ce qu'ils vont faire apparaître? Donc ils vont faire apparaître l'alignement, les objets en surbrillance, ils vous libellez les repères d'espacement, de dimension et les points d'ancrage. Et il y a également la possibilité de venir mettre avec les repères commentés des repères de construction sur les angles 90 et 45 degrés. Je ne l'active pas, personnellement ça ne m'intéresse pas, mais pour faire simple, quand je viens ici, donc vous voyez, tracer une forme, déjà quand vous êtes sur un élément, vous voyez que ça écrit tracer. Et en fait, il va tout simplement permettre, alors je vais venir enlever ici la grille qui ne me sert pas, quand vous êtes sur un élément, que vous allez venir centrer, là par exemple vous voyez que ici, il vous donne la distance entre les deux. Si je viens donc dupliquer les deux, on voit que les deux centres sont identiques, ils sont représentés par la ligne qui est ici, magenta, c'est le fameux repère commenté. Et vous avez la même chose ici entre les deux, etc. etc. Et vous pouvez donc leur demander, dans repère commenté, donc de libeller différents éléments. Dans les tranches, on reverra ça, ça sera pour découper des images dans le chapitre sur le web design, vous pouvez ici définir la couleur, on va rester sur du rouge clair. Césure, c'est pour vous permettre de choisir la langue par défaut, et surtout si vous acceptez d'avoir des césures dans vos textes. Une césure, c'est quand un mot est coupé en deux pour aller à la ligne. Personnellement, en général, je les refuse, mais ici vous pouvez choisir donc quel mot vous voulez mettre en exception. Module externe et disque de travail, c'est pour savoir sur quel disque vous allez travailler. Donc moi, je vais venir par exemple ici travailler sur le disque D, et au cas où, quand il n'y aura plus de place sur mon disque D, venir sur le disque C. Remarque, ici, les modifications ne prendront effet qu'au prochain démarrage d'Illustrator, donc ça ne changera rien pour l'instant. Ici, c'est le dossier où vous allez venir ajouter des modules externes si vous le souhaitez, parce que tous les logiciels de la suite Adobe sont en général présents avec des scripts qui peuvent être ajoutés. Vous pouvez venir le faire ici. Interface utilisateur, ça c'est assez intéressant, ça permet vraiment de modifier suivant ce que vous voulez. Ici, vous voyez, vous pouvez donc venir choisir le type d'interface, ça c'est les nouvelles interfaces, plus sombres, meilleures pour la vision en tout cas de mon point de vue, et ça c'est les anciennes interfaces très lumineuses mises en avant par Adobe pendant de nombreuses années. Vous pouvez également venir donc demander à choisir la correspondance de fond. Faire correspondance soit en blanc, soit à la luminosité de l'objectif de votre interface.
Vous pouvez réduire automatiquement les panneaux icônes, ouvrir les documents dans de nouveaux onglets, moi j'accepte, et avoir de grands onglets, ça me va aussi, plus facile à retrouver. Et ici, mise à l'échelle de l'interface utilisateur, ça permet, comme vous le voyez, de venir agrandir vos outils qui sont ici. Moi je la garde au minimum parce que je la connais par cœur, mais si vous voulez avoir plus de visibilité, vous pouvez agrandir sans souci. Et bien sûr, votre curseur ici sera proportionnel à la taille de cet affichage. Pour ce qui est des boutons de défilement, ici, ils sont donc du début à la fin, mais vous pouvez également les avoir en ensemble. Pour les performances, pensez bien pour certains outils à venir cliquer et cocher performance du GPU. Ça permet également d'avoir des zooms animés en cas de besoin. Et ici, vous allez pouvoir venir définir le nombre d'annulés que vous voulez. Là, je vais passer à 200, ça me permet de faire plus de retours en arrière. Et ici, ça vous montre des informations système et ce qu'il est important d'avoir. Gestion des fichiers et presse-papier. C'est à chaque fois que vous allez venir faire un copier-coller, le copier va être enregistré dans votre presse-papier, dans vos dossiers temporaires. Ici, c'est l'endroit où il sera enregistré. Et là, c'est l'endroit où le temps que mettra à faire cette récupération de données toutes les 2 minutes. Donc toutes les 2 minutes, il enregistre où vous en êtes pour faire une récupération de données. Le nombre de fichiers récents affichés, c'est 20. Donc il vous permet, quand vous venez dans fichiers nouveaux récents, d'avoir jusqu'à 20 fichiers. Vous pouvez monter jusqu'à 30. Ça vous permet de retrouver assez facilement les différents éléments. Vous pouvez utiliser des vignettes de basse résolution sur les fichiers EPS liés pour voir à quoi ils ressemblent et afficher les images au format bitmap pour les images lissées. Enfin, si jamais dans votre presse-papier vous voulez faire des copier-coller, vous pouvez inclure du code SVG et des PDF, ainsi que ici des AICB. C'est un format qui ne prend pas en charge les transparences. Enfin, pour l'aspect du noir, c'est important quand on vient imprimer, ça permet de vous montrer à quoi ressemblera l'impression. Donc ici, vous voyez qu'à l'écran, affiche tous les noirs en noir intense, c'est-à-dire qu'il va les afficher comme ceci. Par contre, eh bien, vous pouvez définir que ça soit à l'inverse imprimé comme ceci, ce qui n'est pas forcément un noir intense. Donc ça, c'est vous qui définissez à quoi ressemblera un noir et comment il sera imprimé. Et une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur OK et vous avez paramétré votre logiciel comme vous le souhaitez. Il ne reste maintenant plus pour ce premier chapitre qu'à voir les options de plan de travail et on pourra attaquer la découverte des calques. Pour terminer sur la partie présentation de l'interface et différents éléments de personnalisation, il est important donc de parler de plan de travail dans Illustrator. Nous avons vu un petit peu plus tôt donc un plan de travail, c'est l'élément qui est ici. Eh bien il y a un outil dédié qui est celui qui se trouve à cet endroit, raccourci majuscule plus O. Et il permet tout simplement en venant cliquer dessus, déjà d'avoir accès à des modifications supplémentaires dans le menu du dessus, là où, comme je vous l'avais déjà dit, on a toutes les modifications, mais également des modifications dans le menu propriété, bien qu'on reverra ça dans le prochain chapitre. Avec cet outil plan de travail, vous avez la possibilité de simplement donc de venir modifier la taille de votre plan de travail, mais encore et surtout la possibilité de venir en ajouter d'autres. Il vous suffit de cliquer et de venir, eh bien, comme vous le voyez ici, ajouter un élément. Vous restez cliqué, vous voyez que sa largeur en bas fait 188 mm pour 300 de hauteur et qu'il y a une distance ici représentée par le repère commenté. Ces plans de travail, quand ils sont créés ici, vous voyez que vous ne pouvez pas les sélectionner. Il vous faut obligatoirement passer par cet outil. Par contre, une fois que vous avez pris l'outil plan de travail, vous pouvez cliquer sur celui que vous voulez et en appuyant sur la touche Alt, vous pouvez même les dupliquer. Retenez bien ce raccourci. Le raccourci Alt, il est utile dans tous les logiciels Adobe pour dupliquer un élément. Vous sélectionnez un élément, vous appuyez sur Alt, vous restez cliqué, vous allez de cette façon le dupliquer. Ici, donc plan de travail, vous avez également donc, le menu qui est en haut, qui vous permet tout simplement de passer directement votre plan de travail en portrait ou en paysage, mais également de lui donner eh bien, un format prédéfini qui n'aurait pas été déjà enregistré. Par exemple, ici, vous pouvez automatiquement sélectionner votre plan numéro 2 et le passer en A4. Vous pouvez automatiquement venir en créer un nouveau. Et vous voyez qu'automatiquement, il vient également s'ajouter côte à côte des autres. La distance entre les deux, elle sera donc celle que vous avez prédéfinie normalement quand vous avez créé vos documents au début. Si vous sélectionnez un plan de travail, vous pouvez le déplacer où vous voulez. Vous pouvez lui donner un nom. Par exemple, là, ça sera test. Et vous voyez qu'automatiquement, il est renommé test. Le bouton suivant, c'est pour pouvoir le déplacer et copier les illustrations avec le plan de travail. Si ce bouton est coché, tout est déplacé. Si ce n'est pas le cas, seul le plan se déplacera, mais pas les éléments le contenant, comme vous voyez. Je recoche le bouton. Ici, vous avez également la possibilité de modifier vos plans de travail. Toutes les options, vous les avez déjà vues. Là, vous lui donnez un nom, sa taille, afficher les repères, est-ce que vous voulez qu'ils apparaissent, au centre, réticule ou les zones de sécurité vidéo, ainsi que la possibilité de venir faire apparaître des fonds perdus. Je clique sur OK, et là, vous avez toutes ces informations qui sont apparues. La zone centrale, la zone de vidéo et la zone de réticule.
Et ici, si je clique, je peux donc venir les faire redisparaître. On peut laisser au moins le centre si on veut, ça permet de le trouver plus facilement. Ensuite, c'est simplement donc le point de référence. Ici, il est au centre. Le point de référence est celui-ci. Mais si vous voulez un autre point de référence, vous pouvez définir qu'il est en haut à gauche, en haut à droite ou autre. Et ça définira sa distance, ici, vous voyez, par rapport à X, Y. Donc là, par exemple, je suis par rapport au plan de travail qui est normalement à 0, à 597 mm de celui-ci, en tout cas pour le point central. Et je suis à 145 donc mm du dessus en Y. Et ici, si je viens déplacer mon point, vous voyez que bien forcément cela changera. Vous avez la taille de votre élément ensuite, avec un petit cadenas qui permet de conserver ou non les proportions. Et tout réorganiser vous permet de venir replacer les plans de travail comme vous le souhaitez avec un espacement défini. Donc là, par exemple, vous voyez que hop, automatiquement, j'ai choisi donc un plan de travail en Z, 2 colonnes, et ici avec un espacement de 7 mm entre les deux. Si je viens rajouter d'autres plans de travail, imaginons que ici, j'en rajoute un certain nombre, j'en ai rajouté 3 ou 4, voilà. Si je fais tout réorganiser en Z, avec seulement 2 colonnes, il me les mettra les uns au-dessus des autres. Et comme ça, ils sont en Z. 1, 2, 3, 4, 5. Également, donc, comme on avait vu dans l'édition ici, vous avez donc collé sur tous les plans de travail. Cela veut tout simplement dire que si je prends par exemple ici mes 3 éléments, je fais un CTRL C pour les copier ou édition copier, et que je fais coller sur tous les plans de travail, et bien vous voyez que tous les éléments seront collés à l'identique. C'est important de le savoir parce que maintenant, avec ici donc les modifications de plan de travail, vous allez avoir maintenant dans le menu propriété ce qu'on appelle démarrer la modification globale, que l'on reverra un petit peu plus tard, qui va vous permettre tout simplement de modifier tout ce que vous avez sur un plan de travail en même temps. Donc je sélectionne mon élément, je démarre la modification globale, et si là je l'agrandis, automatiquement il repère tous les éléments de même couleur pour les déformer. Donc ça peut être assez utile, mais on reverra ça le moment venu. On va maintenant pouvoir passer donc au deuxième chapitre de ce tutoriel. C'est le chapitre qui va concerner la compréhension des calques et du menu propriété.